Arratsaldeon denoi, eskerrik asko, etorrigatik. Para mí es un gran placer estar aquí y sobre todo celebrando algo que tiene que ver con el feminismo. Porque el feminismo no es algo del pasado, sino que el feminismo es del presente y es del futuro. Y también porque el feminismo nos pertenece a todas y a todos. Es decir, pertenece a todas las personas que se identifiquen con una forma nueva de estar en la vida, con una forma nueva de mirar el pasado, de mirar el presente y sobre todo también de mirar el futuro y de preparar un futuro con ese enlace de generaciones. O sea, el feminismo tiene también ese atractivo de que de alguna manera se va engarzando. Y puede haber distintas aproximaciones, puede haber nuevos enfoques teóricos, puede haber nuevas preocupaciones y el misterio está en que el feminismo sigue siendo activo. Yo creo que este año hubo una referencia muy fuerte y se vivió de una manera distinta porque también la gente joven tomó también la alternativa, pero sin dejar que otras personas que lo hemos ido viviendo a lo largo de otros tiempos y de otros momentos la abandonáramos, porque el feminismo no se puede abandonar, porque el feminismo sigue siendo vigente. Hoy tenemos también a una persona que nos va a hablar del feminismo desde otra óptica, desde sus experiencias, y es François Pic, una persona que ha combinado también lo que ha podido ser los comienzos del feminismo en Francia, la vinculación con Mayo del 68, que ha sido también un motivo importante en la preparación de este evento, porque Mayo del 68, como nos va a hablar ella, también tuvo una influencia y tuvo también muchas visiones y muchas perspectivas. Entonces, François Pic, profesora universitaria, catedrática emérita, ha seguido, como si dijéramos, en la brecha y ha seguido reflexionando. Ha seguido, como si dijéramos, captando las nuevas formas de ver el feminismo y también lo que supuso en Mayo del 68, dónde estaban las mujeres o si las mujeres no estaban todo lo presentes que se quería. Y es un gran placer el poder estar aquí, introducirla y oír sus palabras. También os voy a dar como una visión general de cómo se va a desarrollar estos momentos, porque después vamos a tener también una mesa redonda con 3 especialistas y luego vamos también a ir abriendo cada espacio a que podáis intervenir, a que podáis comentar, a que podáis, como si dijéramos, entrevistarles a las que hablan, como puede ser Pilar Folguera, como puede ser María Sunlanda, como puede ser Marina Subirats, entrevistarles y también, como si dijéramos, estar atentas a lo que os puedan decir, a sus formas de ver cómo han visto el feminismo, cómo lo ven ahora y cómo lo ven en el presente. Bueno, como os digo, quiero agradeceros y también deciros que el esfuerzo que se ha hecho para preparar este evento para mí es modélico porque supone el acuerdo de 3 instituciones. Una es Jakiunde, la Academia de Euskal Herria, de las Ciencias, las Artes y las Letras. Luego está Museo San Telmo, una institución también emblemática en nuestra ciudad. Y luego está también la institución universitaria, Euskal Herriko Unibertsitatea, que a través también de la participación que hemos tenido también el año pasado con la Biblioteca Carlos Santamaría, no solamente nos ha reforzado el proyecto a que he aludido desde el comienzo, sino que también han preparado una exposición de libros que tienen que ver con Mayo del 68 y que podrá verse desde mañana a partir de las 11 de la mañana en la biblioteca. Entonces, para mí lo refuerzo mucho porque creo
que es modélico en que distintas instituciones con distintos objetivos, pero al mismo tiempo interesados en el devenir de la cultura y en este caso en el devenir también de la acción social, de la integración social y de la participación de todos y todas en lo que son las tareas que como ciudadanas y ciudadanos nos corresponde. Entonces también quiero dar las gracias y quiero dar también las gracias a Nuria Cano, que también ha participado en la preparación de este evento, y a Jacqueline, que desde luego también ha hecho muchísimo por lo que ha sido la preparación de esto. Bueno, pues sin más ya le doy la palabra a nuestra querida invitada y es un placer tenerte aquí. Je voudrais d'abord remercier le professeur Del Valle et Yaoundé et le musée de m'avoir invité à cette formidable rencontre. Mémoire féministe deuxième. Il y a 10 ans, en 2008, j'ai été beaucoup invitée dans beaucoup de pays pour parler de mai 68 et du féminisme, puisque j'avais à la fois été partie prenante de l'histoire et en même temps historienne de ça, donc j'ai été raconter ça un peu partout. Mais voilà, le temps passe et maintenant on est à 50 ans de mai 68 et c'est devenu vraiment beaucoup plus de l'histoire. Et bon, mais en même temps, le féminisme qui a joué un rôle important après mai 68 a continué son histoire. Et donc maintenant, on me demande davantage de mettre en relation le féminisme d'après mai 68 et le féminisme de maintenant. Donc, je vais essayer de parler de ça. Dans une première partie, je vais parler du féminisme né de mai 68. Et puis, dans une deuxième partie, en référence à celui-là, qui me sert quand même un petit peu de modèle, je vais regarder ce qui se passe aujourd'hui et comment, avec les yeux de quelqu'un qui a vécu et qui a étudié le féminisme des années 70 en France, ce qu'on peut penser de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc, si on part de mai 68 et du féminisme, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas beaucoup de féminisme en mai 68. Il y a des femmes, beaucoup, qui ont pris la parole, comme tout le monde, mais très peu en tant que femmes, très peu de pensée féministe dans mai 68. On sait qu'il y a eu une rencontre à la Sorbonne, mais c'est quand même très très peu de choses. Et c'est après, quand le mouvement de mai 68 est retombé dans le ressac, que les femmes ont retrouvé leur place, la deuxième. Et c'est probablement dans cette à la fois les espoirs que mai 68 avait fait naître et la frustration qui a fait qu'un mouvement féministe a démarré à la suite de mai 68. Bon. Et donc, qui était vraiment, donc le mouvement de libération des femmes en France était vraiment le mouvement féministe né de mai 68. En fait, né de mai 68 et de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, donc, qui avait écrit Le deuxième sexe, ça faisait déjà un certain temps, puisque c'était paru en 49. Mais enfin, bon, toutes les générations depuis cette date avaient quand même puisé à la source. Et alors, qu'est-ce qu'on avait pris chez Simone de Beauvoir? On avait pris cette idée forte qu'il n'y a pas de nature féminine et que ce qui distingue les femmes et les hommes, c'est, je cite, une construction culturelle et non une donnée naturelle.
Donc c'est ce qu'elle a exprimé dans cette célèbre formule, donc difficilement traduisible en espagnol, m'a-t-on dit. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Au moment où elle a écrit Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir ne croyait pas que le féminisme puisse jamais constituer un mouvement collectif. Ce qu'elle envisageait comme libération, c'était une démarche individuelle de personnes qui décidaient d'échapper individuellement à la condition féminine en s'identifiant aux hommes. Et justement, c'est ça que le mouvement de mai 68 a apporté à cette idée de libération, que la libération peut passer par un combat collectif. Donc c'est ces deux éléments qui ont fait la particularité de ce mouvement féministe, de ce moment du féminisme français. Donc le mouvement de libération des femmes est, je dirais, l'héritier de mai 68, mais un héritier rebelle. Donc en quoi le mouvement de libération des femmes est-il un héritier de mai 68 ? Il prolonge les conceptions politiques de mai 68. Par exemple, sa définition du politique. En mai 68, on disait tout est politique. On avait une vision large donc, de ce qu'est la politique et de ce qu'est la démocratie, qui ne pouvait être que directe. Et le mouvement de libération des femmes a continué dans cette voie-là, en considérant notamment que le personnel est aussi politique. Donc on va aller très profond sur ce qui est politique, donc ce qui peut être l'objet d'un combat politique. De la même façon que le mouvement de mai 68, le mouvement féministe se situe en dehors des institutions, en dehors de l'ordre établi, et enfin, ne demande rien aux institutions. C'est un mouvement contestataire. Et puis, il y a aussi le style spectaculaire et provocateur qui est tout à fait hérité de mai 68, un mouvement joyeux, insolent. Un autre point très important, le radicalisme. Le mouvement de libération des femmes s'inscrit dans le combat révolutionnaire. Il n'est pas question de revendiquer plus de droits. Il n'est pas question d'obtenir des progrès graduels dans la condition féminine. Il n'est pas question non plus d'accepter la société actuelle comme une réalité à laquelle il faudrait s'adapter. On considère qu'il ne peut pas y avoir de libération des femmes dans la société telle qu'elle est, et pour autant, il n'est pas question de réduire ses ambitions à ce qui serait réaliste. Donc on est dans l'utopie, quelque chose d'autre est possible. On ne veut pas accepter ce qui est, on considère que tout est possible parce que ça doit être changé. Donc l'objectif de ce mouvement féministe, c'est l'abolition du capitalisme et du patriarcat, de la domination de sexe comme de la domination de classe. Du point de vue de l'analyse de la société, le mouvement de libération des femmes, comme le mouvement de mai 68, s'appuie sur le marxisme comme système d'explication des rapports sociaux, et il applique cette grille de lecture à la question des relations entre les hommes et les femmes, et il parle de rapports sociaux de sexe. Et certaines analysent le patriarcat d'ailleurs comme un mode de production économique. Alors pour les marxistes orthodoxes, comparer la condition des femmes, en particulier ces petites bourgeoises du MLF, au prolétariat ou au peuple colonisé qui lutte pour leur libération, c'est une hérésie. Donc c'est là que le mouvement de libération des femmes, effectivement, va être obligé de rompre avec le mouvement de mai 68 dont il est issu. C'était pas très facile pour les militantes de devenir féministes.
Non seulement il fallait rompre avec cette conception qui considérait la lutte des femmes comme secondaire ou illégitime, puisqu'on ne voulait pas attendre le triomphe de la Révolution pour engager la lutte. En plus, il fallait se penser comme femme, soi-même, opprimée, aliénée, se faire soi-même l'objet de sa propre lutte. Il fallait penser les femmes comme un groupe social, avec des intérêts communs, et donc affirmer la solidarité entre les femmes malgré la division des classes. Donc décider de mener entre femmes la lutte pour la libération des femmes et refuser de subordonner son combat à un autre. Alors ça changeait le sens du combat. La libération n'était plus un objectif à atteindre, c'était ce qui était en train de se produire, c'était un processus en acte. C'était donc très enthousiasmant, puisque d'un même coup, on pouvait transformer ces épreuves individuelles en enjeux collectifs. Alors, héritier rebelle de mai 68, le mouvement des femmes l'était aussi dans la mesure où il forgeait une critique féministe à l'égard des groupes dont les militantes venaient, et en leur appliquant leurs propres principes, puisqu'elles allaient leur reprocher de reproduire en leur sein ce qu'ils dénonçaient par ailleurs, la hiérarchie, la délégation de pouvoir, ce qu'on a appelé la division sexuelle du travail militant, les hommes au micro, les femmes à la Renéo. Très important aussi, dénonciation de la supériorité que se donnaient ceux qui connaissent l'oppression parce qu'ils possèdent la théorie sur ceux qui connaissent l'oppression parce qu'ils la vivent. Et donc, ça a été en réaction à ça que le mouvement des femmes a considéré qu'il n'y avait pas d'autre savoir que celui du vécu, de l'expérience, et que la libération devait être l'œuvre des opprimées elles-mêmes. On disait, on ne peut pas libérer un ou une autre, il faut qu'il ou elle se libère. Donc, on a changé de perspective politique par rapport à ça. Alors, cette organisation des femmes entre elles, finalement, constituait les femmes comme un groupe social face à celui des hommes. Et pour beaucoup de militants, c'était intolérable parce qu'ils se trouvaient rejetés dans le camp des oppresseurs. La rupture suprême avec mai 68, c'est la non-mixité. Les femmes ont décidé un beau jour que c'est entre elles seules qu'elles se réuniraient, que les hommes n'étaient pas admis à parler des problèmes des femmes. Et donc ça a été une découverte extraordinaire, parce que la parole était plus facile, la solidarité devenait évidente, chacune parlait de ses problèmes personnels et on s'apercevait finalement que ces problèmes étaient communs. Et on avait le sentiment que, en mettant ensemble ces problèmes, on trouverait ensemble les solutions. Il y a eu ce qu'on a appelé des groupes de prise de conscience ou des groupes de parole, dans lesquels les femmes mettaient en commun cette interrogation de qui suis-je ? Qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme ? En fait, il y a une dimension très importante de quête d'identité chez les femmes du mouvement, identité individuelle et identité collective, avec ce sentiment que les deux coïncident et que la démarche de chacune pour se libérer individuellement coïncide avec la lutte collective pour la libération des femmes. Dans tous les pays, le thème unificateur de ce moment du féminisme, ça a été le droit de disposer de son corps.
c'est une question autour de laquelle ce qui est posé, finalement, c'est la question du statut sexuel. Décider d'avoir ou non des enfants, c'est se définir autrement que par ses fonctions sexuelles, que par un destin soi-disant naturel. C'est refuser d'être enfermé dans des rôles imposés, mariage, maternité, foyer. Et ça permet donc aux femmes de se définir comme des individus. En fait, cette révolution était possible et nécessaire à cause de la contradiction qui existait à ce moment-là entre l'état de la science, qui permettait la maîtrise de la fécondité, et l'ordre social. En ce qui concerne la France, c'était la loi de 1920 qui interdisait l'avortement et qui interdisait même la connaissance des moyens contraceptifs. Le résultat de ce mouvement, ça a été des changements profonds dans les modes de vie. Un nouveau modèle familial et sexuel a émergé. Il faut dire que le modèle social traditionnel, patriarcal, reposant sur l'interdépendance entre l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille et la femme qui assure son entretien, ce modèle-là ne correspondait plus aux nécessités économiques et culturelles. Donc, un nouveau modèle familial et social a émergé qui se veut plus égalitaire entre les femmes et les hommes. Bon, c'est un modèle qui est loin d'être passé dans les faits. Mais ce qui change, c'est les représentations et c'est les attentes. En définitive, on peut dire que l'utopie du MLF n'a pas été une chimère, un rêve sans effet. Au contraire, il a été d'une formidable efficacité. Pas pour faire la révolution, certes, mais pour impulser des réformes. La société s'est adaptée. Il y a eu de nombreuses lois dans les années 70, la loi Veil, évidemment, en 1975, sur l'interruption volontaire de grossesse, qui a été prolongée à partir de 1979, mais il y a eu aussi des lois sur le viol, le divorce, la filiation, sur l'égalité professionnelle. C'est vraiment toute la condition des femmes qui a été transformée. Et transformée, évidemment, si la loi a bougé, c'est parce que la société bougeait. Hein. C'est pas les législateurs qui se sont dit tiens, ça serait bien si on changeait des choses. Les problèmes qui avaient été soulevés par le mouvement des femmes ont été pris en compte par les pouvoirs publics. Les analyses féministes ont été reprises dans les médias, évidemment pas tout à fait de la même façon. Voilà. Et puis, dans les années 80, le mouvement féministe a connu un reflux dans tous les pays, avec des différences selon les particularités nationales. Aux États-Unis, on sait, ça a été la nouvelle droite et la remise en question du droit à l'avortement. En France, il n'y a pas eu de réaction aussi violente. Simplement, le féminisme était passé de mode. Il ne correspondait plus aux attentes de nombreuses femmes qui se trouvaient satisfaites des réformes et qui souhaitaient retrouver des rapports apaisés avec les hommes. Et puis, il faut bien le dire, le contexte politique avait changé et n'était pas très favorable à de nouveaux progrès. Et il est vrai que dans ce nouveau climat social, le MLF a été incapable de s'adapter. Il n'a pas su passer du radicalisme au réformisme, comme l'ont fait beaucoup de mouvements féministes en Europe. Ça, c'est l'envers du mouvement révolutionnaire. Le MLF s'est trouvé pris au piège des principes qui avaient fait son originalité. La spontanéité, cette nouvelle façon de faire de la politique à partir de soi, et ça s'est retourné en son contraire. On avait méprisé la légalité, considérant qu'elle était bourgeoise et patriarcale, et cela empêchait le mouvement de se protéger des trahisons, et de fait, il a été de plus en plus marginalisé. Alors, si on veut garder cette référence entre mai 68 et le féminisme, on peut dire que le mouvement de libération des femmes a été ce qu'il y a eu de plus durable et de plus profond du mouvement de mai 68. Mais en même temps,
il faut bien voir que ce mouvement féministe, c'était bien le mouvement de cette génération. La génération de mai 68, de la société de consommation et de sa contestation, de la crise du marxisme. Dans la foulée du mouvement révolutionnaire, il avait ouvert la voie, déstabilisé les anciens équilibres, il avait forgé de nouvelles représentations, parce qu'il exprimait des aspirations profondes pour beaucoup de femmes, même si elles ne les formulaient pas de façon aussi radicale. Donc c'est une génération qui aura marqué l'histoire par sa nouveauté, mais qui est restée désemparée quand l'histoire a cessé d'avancer. Je bois. Donc voilà un des pôles de ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je vais passer de l'autre côté, parler du féminisme du XXIe siècle. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Quelle transmission? Quand on a vécu une expérience comme celle-là, on aimerait la transmettre comme un héritage et mettre en garde contre les dérives qu'on a identifiées. Mais la transmission n'est pas un mouvement à sens unique. Il faut accepter que l'héritage soit remodelé, réinterprété, sous peine de n'être pas entendu. Il faut accepter que chaque génération définisse ses propres enjeux et ne se retrouve pas dans ceux de la génération précédente. Alors avec le recul que me donne ma longue fréquentation de l'histoire du féminisme, voici ce que je propose. C'est de faire la part, parmi les caractéristiques de différents mouvements, entre celles qui sont conjoncturelles, même si c'est elles qui donnent la densité historique, et celles qui s'inscrivent dans l'histoire longue du féminisme et dont les acquis doivent être préservés et cumulés, pour que chaque génération s'appuie dessus pour les prolonger en définissant les siens. Il faut souligner, bien sûr, que ce qui a été conquis l'a été par la lutte, que ce n'est pas l'effet d'une évolution naturelle. Par exemple, on peut dire que la première vague du féminisme a conquis l'égalité des droits civils et civiques pour les femmes, le droit à l'éducation, le droit au travail, que la deuxième vague, puisque c'est ainsi désormais qu'on nomme le féminisme des années 70, a conquis le droit de disposer de son corps et des possibilités d'exister autrement que dans les fonctions d'épouse et de mère. Alors je pense qu'il faut faire le deuil, justement, de ce qui, dans le MLF, est lié au contexte très spécial de l'après-mai 68. Poser la question des femmes en termes de libération, de fête révolutionnaire, avec l'espoir de mettre fin d'un coup à l'oppression, d'abolir le patriarcat à l'horizon d'une génération, ça, je pense qu'il ne faut pas espérer retrouver ça aujourd'hui. Il faut aussi considérer que les modes d'intervention qui ont été efficaces dans ce contexte politique-là, dans lequel on avait un décalage très, très important, très manifeste entre le modèle traditionnel dominant et l'état des rapports sociaux de sexe, ces modes d'intervention provocateurs, donc, ne peuvent pas être repris dans un autre contexte. Alors, parmi les caractéristiques qui me semblent pouvoir être remises en cause, qui sont remises en cause, effectivement, je vais en signaler deux. La non-mixité. Pour la génération féministe des années 70, la non-mixité, c'est fondamental, c'est au fondement du mouvement de libération des femmes. Mais de fait, aujourd'hui, il faut bien le voir, la non-mixité n'est plus tellement un principe d'organisation des groupes féministes. Il reste quelques espaces non mixtes, des maisons des femmes, mais la plupart des groupes qui se créent désormais ne se définissent pas comme non mixtes, même si dans les faits, il y a très peu d'hommes qui y participent. Alors ça change un petit peu
ce qu'est le féminisme. Le féminisme est beaucoup moins un mouvement identitaire dans lequel les femmes se rassemblent pour mettre en commun leurs problèmes et leurs projets. C'est beaucoup plus une cause commune entre des hommes et des femmes, un choix de société. C'est une composante nécessaire de toute pensée progressiste, démocratique, moderne. En France, par exemple, le féminisme fait désormais partie de l'idéal républicain et de la laïcité. Un deuxième point sur lequel il me semble qu'il faut accepter que les choses aient changé, c'est le rapport aux institutions. Dans la foulée de mai 68, le mouvement de libération des femmes s'inscrivait dans une contestation radicale par rapport aux institutions. Il ne voulait ni revendiquer ni négocier. Aujourd'hui, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie du modèle social dominant, même si ça reste, je vous l'accorde, tout à fait au niveau théorique. La cause des femmes fait l'objet de politiques publiques. On fait des lois pour faire avancer l'égalité professionnelle, pour féminiser la vie politique, pour protéger la liberté de choix, pour lutter contre les violences. Les analyses et les expertises féministes ont gagné en légitimité avec le développement des recherches sur le genre qui peuvent édulcorer sérieusement la pensée féministe, mais enfin tout de même. Le féminisme a quand même beaucoup perdu de son caractère subversif. Alors je pense qu'il faut accepter ces changements qui correspondent au contexte actuel. En revanche, il faut absolument maintenir l'acquis fondamental, la libre disposition de notre corps. Comme vous le savez, decidir nos haces libres. Il faut défendre ce qui a été conquis, c'est-à-dire ce qui donne aux femmes plus de liberté pour décider de leur sort, pour exister autrement que comme mères et pour négocier de nouveaux rapports avec les hommes. C'est la maîtrise de la procréation, mais c'est aussi l'autonomie professionnelle. Un autre acquis politique du féminisme des années 70 qui me paraît nécessaire de défendre, c'est l'idée que la lutte des femmes est légitime, qu'elle n'est pas une lutte secondaire et qu'elle n'a pas à s'effacer devant d'autres priorités. On sait que ces combats sont toujours d'actualité, sous d'autres formes, et l'onde de choc mondiale provoquée par le mouvement MeToo montre bien que le chemin est encore long. Je ne sais pas où j'en suis du temps. Ça va. Alors maintenant, je vais prendre peut-être la partie la plus polémique de ce que je voudrais dire, puisque je voudrais signaler ce qui me paraît des dérives inquiétantes dans l'évolution du féminisme, d'une partie du féminisme aujourd'hui. Et alors, je voudrais soulever deux questions qui me paraissent dangereuses. L'une concerne l'identité sexuelle et la seconde, l'organisation sociale. Sur ces deux questions, c'est beaucoup le féminisme américain dont l'influence se fait sentir, et se fait sentir surtout dans le féminisme académique, dans une partie en tout cas. Alors d'abord, la question de l'identité sexuelle, qui est évidemment au cœur du féminisme à chaque moment de l'histoire, d'une façon différente mais régulière, se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme et qu'est-ce que c'est que la différence des sexes ? Alors, au début de l'histoire du féminisme français, quand je parle du début, pour ce qui concerne la France, je parle de la Révolution de 1789 et de la théorie des droits de l'homme. Donc, tout le féminisme, dès cette époque, pose le principe que les femmes appartiennent au genre humain et que donc elles doivent avoir les droits correspondants. C'est déjà ce que disait Condorcet au moment de la Révolution française. Rien ne peut justifier que les femmes soient privées des droits qui doivent appartenir à tous les êtres humains. Les révolutionnaires d'alors les ont refusés aux femmes au prétexte d'une nature à laquelle elles devaient se soumettre et qui les enfermait dans les devoirs de leur sexe. Mais c'est au nom de ces droits de l'homme
que le féminisme français s'est mobilisé depuis 1789 et Olympe de Gouges jusqu'à ce que ces droits soient reconnus aux femmes comme à tous les êtres humains au moment de la libération. C'est parce que les femmes appartiennent au genre humain qu'elles doivent avoir les mêmes droits que tous les êtres humains. C'est cette même conception universaliste qui continue avec Simone de Beauvoir. Je la cite, « La femme est, comme l'homme, un être humain, et comme lui, elle aspire à se réaliser comme sujet. » Et là, je la cite encore, « Tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une transcendance. » Voilà, les combats du féminisme des années 60 et 70 correspondaient bien à cette façon de considérer l'identité sexuelle, c'est-à-dire les femmes appartiennent au genre humain. Et la libre disposition de son corps s'inscrit dans cette conception puisque ça permet de dire que la maternité n'empêche pas que les femmes soient des êtres humains comme les autres, que la maternité n'est pas un destin, elle devient un choix. Et c'est ce qui permet aux femmes d'exister comme individus. Alors, dans les années 80 et 90, la réflexion féministe a prolongé la conception de Simone de Beauvoir de voir la différence des sexes comme une construction culturelle. Mais elle a approfondi cette conception qui est devenue déconstructionniste. C'est-à-dire que cette construction culturelle, on a voulu la déconstruire. Alors, c'est ce qui a été développé en particulier dans le féminisme américain. Alors, il y a des féministes comme Anne Oakley, comme Joan Scott, qui ont forgé le concept de gender, dont vous savez bien à quel point il a fait le tour du monde, pour distinguer le sexe biologique du sexe socialement construit. Et puis, Judith Butler, qui a été plus loin, puisque pour elle, le sexe et le genre sont tous deux des constructions fictives et qu'elle considère que c'est la norme sociale qui impose la division binaire entre le masculin et le féminin et que c'est donc une norme sociale qui fixe les identités en deux catégories exclusives. C'est la théorie queer, donc, qui se dit féministe, mais qui, de mon point de vue, bouleverse le projet féministe. Puisque, alors, le but de la théorie queer, c'est d'insister sur les exceptions à la bipolarité, sur tout ce qui transgresse le genre et les normes sexuelles, et tout ce qui dissout les identités stables, masculin, féminin, mais aussi homosexuel, hétérosexuel. Enfin, tout ce qui est stable doit être remis en question et perturbé. Et ça aboutit à ce que les femmes cessent d'être vues comme un sujet collectif. Alors, cette subversion des identités sexuées séduit un certain nombre de jeunes chercheuses par son caractère radical. Mais, de fait, elle se désintéresse de la réalité matérielle et historique des oppressions subies par les femmes et de la lutte contre la domination masculine. Cela creuse un fossé entre ce féminisme académique et les associations féministes de terrain qui soutiennent les femmes en difficulté, qui dénoncent les inégalités persistantes dans la vie professionnelle, dans la vie politique, dans le partage des tâches ménagères, qui dénonce également les violences sexuelles et sexistes. Voilà pourquoi je pense que cette évolution queer ne me paraît pas aller dans le bon sens. Je pense que la différence des sexes n'est pas seulement le résultat de l'oppression patriarcale qui devrait disparaître avec le patriarcat. Je fais une distinction entre l'assignation de genre, à laquelle, bien sûr, on peut résister, et l'identité de genre. Je pense que l'identité de sexe ou de genre reste essentielle dans la définition de soi, et que la maternité, comme potentialité, en fait partie. Même si on refuse
d'y réduire l'existence des femmes, même si je suis d'accord pour penser que la maternité est au cœur de l'oppression des femmes. Je n'ai pas envie d'avoir pour horizon l'avènement d'une société sans genre ou d'une filiation débiologisée. C'est vrai que là, c'est un pas que je ne fais pas. Bon, je ne suis pas la seule. Et de plus, je pense que cette théorie comporte un risque de délégitimation de ce que nous devons considérer comme acquis, mais comme devant être défendu. Il y a tout un débat autour du pouvoir des mères qui est dénoncé comme abusif par les mouvements masculinistes à propos de la garde des enfants du divorce, mais aussi qui contestent le droit des femmes à poursuivre ou non une grossesse. Parce que l'interruption volontaire de grossesse soit le choix exclusif de la femme. Et je pense que se donner comme projet de faire la disparition totale de tout ce qui distingue de l'identité de ce que la maternité donne à la maternité comme potentialité donne à l'identité des femmes, ça me paraît donc dangereux. Un deuxième danger que je signale dans l'évolution du féminisme, qui est le fait d'une soi-disant troisième vague aux États-Unis, mais aussi en France, qui veut se distinguer de la génération précédente, qui vient aussi d'Amérique. Alors là-bas, c'est le black feminism qui dénonce le racisme inconscient des féministes, des guillemets féministes blanches, et qui trouve un écho en Europe avec les féministes postcoloniales. Aujourd'hui en France, il y a une ligne de fracture entre deux courants qui se parlent de moins en moins. D'un côté, le féminisme universaliste, laïque, qui reste attaché à la singularité de l'histoire particulière du féminisme en France, c'est-à-dire ce féminisme qui trouve sa source idéologique dans la Révolution et ses contradictions. On sait que les femmes ont été exclues des droits de l'homme que proclamait la Révolution, mais que ce sont ces droits inaliénables et sacrés que les féministes ont réclamés depuis Olympe de Gouges, et que tous les mouvements féministes qui ont suivi ont eu les mêmes revendications et les mêmes justifications. Ni la Révolution, ni la République, ni la laïcité n'ont intégré l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur projet de départ. Mais c'est toujours par rapport à ces principes que les féministes se sont mobilisées et qu'elles ont obtenu les droits qui devaient logiquement leur être reconnus. Et puis, désormais, il y a donc un autre féminisme qui s'inspire du féminisme américain et qui insiste, lui, sur la diversité, qui conteste l'universalisme et qui préfère un modèle social multiculturel. Ce féminisme stigmatise comme raciste le féminisme blanc ou occidental, dont il considère que c'est un masque de la domination occidentale. On lui reproche de promouvoir son modèle d'émancipation en le prétendant universel. Bon, et donc on a des courants afroféminisme ou féminisme inclusif ou intersectionnel qui donc sont dans une dénonciation de l'universalisme. Mais universaliste ne veut pas dire uniforme. Ça ne s'oppose pas à la diversité. C'est seulement l'universalité des droits qui est affirmée et l'égale dignité de tous les êtres humains sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, comme le précise la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela n'empêche pas de prendre en compte les discriminations croisées des minorités au sein de l'ensemble commun des femmes.
dire que le féminisme est occidental, c'est oublier l'histoire. Alors, l'émancipation des femmes n'est pas plus naturelle, spontanée, en Occident qu'ailleurs. C'est le résultat des luttes. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, ni l'égalité des droits de l'homme, ni les libertés républicaines n'ont été accordées d'emblée aux femmes. C'est par leur lutte qu'elles les ont conquis. Mais elles les ont conquis en s'appuyant sur ces principes universels. Pour comprendre cette opposition entre ces deux modalités du féminisme, il faut voir comment ça correspond à deux modèles de société qui s'opposent. Il y a le modèle français républicain et le modèle anglo-saxon multiculturel. Dans le modèle républicain, on veut unir des individus, les citoyens, et unifier la nation autour d'un idéal commun, liberté, égalité, fraternité. Et pour ça, on renvoie ce qui divise, comme la religion ou l'origine, en dehors de l'espace public. Ce n'est pas ça qui est mis en commun pour faire république. Et donc ce modèle ne reconnaît aucun droit, enfin reconnaît tous les droits aux individus et aucun droit aux communautés. Alors que le modèle anglo-saxon reconnaît les communautés comme des ensembles. Hein, et il y a bien sûr un droit qui s'oppose à tous, mais il y a des droits communautaires. Donc aujourd'hui en France, il y a des minorités qui refusent le modèle républicain et qui revendiquent un traitement particulier, qui s'opposent à la République ou qui se disent indigènes de la République. Et parmi ceux-là, il y en a qui se disent féministes. C'est vrai que la République, en France, est loin de tenir ses promesses à l'égard de tous de façon égalitaire. Et il faut entendre la colère, il faut dénoncer les manquements aux principes, comme ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, mais je pense qu'il faut le faire au nom du modèle républicain, dont l'égalité entre les femmes et les hommes est aujourd'hui partie prenante. Alors pour conclure, j'ai dressé un tableau de l'histoire du féminisme à partir de ce moment historique de mai 68 et du mouvement féministe qui a suivi. Puis, j'ai essayé d'apprécier l'évolution du féminisme de cette époque. J'ai distingué certains changements qui me semblent correspondre au contexte actuel et j'ai insisté sur les acquis fondamentaux qu'il faut absolument défendre. J'ai ensuite soulevé 2 points sur lesquels une certaine évolution du féminisme me paraît dangereuse. Dans ces 2 cas, j'ai pointé l'influence américaine et la mise en cause du modèle universaliste français. Je dois préciser que ce n'est pas tout le féminisme américain que j'incrimine. Et je peux citer les critiques de Karen Offen ou de Martha Nussbaum à Judith Butler, qui sont au moins aussi virulentes que les miennes. Et bien sûr, ce n'est pas non plus toutes les recherches féministes ou études de genre en France qui tombent dans ce qui m'apparaît comme un piège. J'ai seulement voulu prévenir ces évolutions qui me paraissent dangereuses. Je pense qu'il est dangereux d'abandonner le principe général de l'universalisme et les droits humains au profit d'une reconnaissance plus grande des particularismes culturels. D'une part, le modèle d'intégration communautariste anglo-saxon ne réussit pas mieux dans l'intégration des minorités que le modèle républicain français. D'autre part, le communautarisme enferme les individus dans leur culture d'origine, généralement patriarcale, et interdit toute dissidence en minimisant d'autres différences sociales ou les subjectivités. Au moment où partout les acquis sont attaqués par les fondamentalismes religieux et les régimes politiques conservateurs, je pense que l'universalisme, qui affirme l'égalité de tous les individus et qui porte l'idée que les droits des femmes sont partie intégrante des droits humains, reste une garantie. Je pense également que l'évolution vers une mise en question radicale de la différence des sexes
est dangereuse pour la cause des femmes. La théorie queer prétend mettre le trouble dans le genre, c'est le titre du livre de Judith Butler, mais en faisant disparaître la catégorie juridique et politique les femmes au profit de minorités ethniques ou sexuelles, cette théorie fait éclater les femmes comme groupe social avec des intérêts communs et enterre le féminisme comme projet politique. Or, il faut bien y insister, aujourd'hui comme il y a 50 ans, les mobilisations féministes sont indispensables au progrès de la condition des femmes. Je vous remercie. Je ne sais pas combien de temps je vais parler, c'est les 6 heures. J'écoute vos questions, j'espère. Muchísimas gracias por esta exposición brillante que hace pensar muchísimo y que presenta retos muy importantes. Pero para eso ahora tenemos la posibilidad de preguntar a nuestra experta lo que os ha parecido, lo que os ha intrigado, lo que os interesa. Se abre turnos de palabra. A ver, sí, decías, ¿verdad? Has dicho en tu exposición que la desaparición de los dos géneros, ¿no? O que plantea más la teoría queer, que no estabas de acuerdo con ello. Entonces, ¿podrías explicar un poco más el por qué o así de tu...? Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur l'idée que le genre, que l'évolution du féminisme vers le genre soit dangereux. Et vous me demandez d'expliquer davantage. C'est bien ça? C'est ça. Alors, je sais... Oui. C'est mieux. D'accord. La traduction pour vous. Oui, d'accord. Mais quand je parle, je ne le mets pas. Non, mais oui, d'accord. Il faut mieux comprendre. Alors, à vrai dire, c'est la suite de l'évolution qui m'a fait penser ça. C'est-à-dire que quand le genre est apparu, j'ai utilisé, bien sûr, j'ai essayé de comprendre ce que cette novation apportait à la théorie féministe. Je pense qu'il y a des choses importantes qui sont apportées par la théorie du genre, notamment le fait qu'au lieu de travailler sur les femmes, comme on faisait avant, on a davantage travaillé sur les relations entre les hommes et les femmes. Mais c'est la suite, c'est avec le queer, beaucoup. Tout d'un coup, ça m'est apparu qu'on était en train de glisser tout doucement vers quelque chose dans lequel, effectivement, les femmes disparaissaient. Et j'ai eu la façon dont j'ai réagi à ça, ça a été de refaire une histoire, donc moins la théorie que l'histoire. C'est-à-dire, j'ai suivi l'évolution de la pensée féministe depuis Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, jusqu'à la théorie queer. Et en voyant qu'à chaque étape, il y avait un progrès dans un sens, mais que dans ce progrès-là, on abandonnait quelque chose. Donc on abandonnait effectivement la complexité, finalement, de du fait qu'être une femme, certes, on ne naît pas femme, on le devient,
mais ça ne veut pas dire qu'on cesse et que l'abandon, que le projet de dire il n'y aura plus ni homme ni femme, tout le monde sera pareil, et donc les enfants seront faits dans des éprouvettes, moi j'ai pas envie. Je pense que, en tout cas, notre mouvement des années 70 correspond vraiment à une interrogation que nous avions sur qu'est-ce que ça veut dire être une femme. Et quand on se posait cette question, comme Simone de Beauvoir l'avait fait, Simone de Beauvoir qui disait « les femmes ont toujours été définies par les hommes relativement à eux ». Et nous, on disait « nous allons nous définir ». Mais dans nous définir, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas penser à la maternité, puisque ce pourquoi on se battait, c'était pour le droit de choisir sa maternité, mais pas pour dire ça n'existe pas, pas pour dire ça n'a pas d'importance, pas pour dire, comme Simone de Beauvoir, pour se libérer, il faut s'identifier aux hommes. Dans notre mouvement, nous ne voulions pas nous identifier aux hommes, surtout pas. Il y avait pas le modèle masculin n'était pas un idéal. Donc le modèle, nous voulions être nous-mêmes, et dans ce nous-mêmes, il y avait une part de liberté de choix, mais il y avait aussi une part de comment on se définit, comment on se sent dans sa peau, dans le destin qu'on se forge, et dans le destin que se forgent les femmes, la maternité, oui ou non, mais on ne peut pas dire que ça n'est pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, les homosexuels revendiquent, c'est la lutte actuelle en France, que les couples de femmes et les femmes seules puissent avoir des enfants par les moyens qui sont autorisés pour les couples hétérosexuels. Muchas gracias, François, por tu intervención. Mi pregunta está relacionada con el cartel de fondo. J'entends espagnol. Despacio. Il faut peut-être faire quelque chose là. Ça peut-être. Muchas gracias por tu intervención, François, por la ambición de tu exposición. If you want, we can do it in English. Oui. Gracias. Bueno, reinicio. Bien, tu exposición es muy ambiciosa en el tiempo, desde el 68 hasta el 2018, y mi pregunta va dirigida un poco viendo el cartel de fondo en el que se ven chicas muy jóvenes manifestándose. No distingo si es un cartel de la época, es un cartel actual, da igual, es actual, ¿verdad? Bueno, mejor. Hay un hecho cierto y evidente, incuestionable. Desde hace 5 años está emergiendo en todo el mundo un movimiento, o movimientos, vamos a hablar en plural, protagonizado por mujeres jóvenes, no, mujeres muy jóvenes, es decir, se calcula que el porcentaje mayor se encuentra entre chicas y chicos, sobre todo de los liceos, ¿no?, de la enseñanza secundaria, con un protagonismo que nadie preveía, un protagonismo y una capacidad de movilización que nadie preveía. Estamos hablando no solamente del Me Too, que es un fenómeno anglosajón, pero que tiene un impacto en toda Europa, sino que estamos hablando de las acciones de forma inmediata, rápida, incuestionable, cuando hay casos de violencia de género, cuando en el caso español los condenados por determinada violencia sexual no obtienen la condena que parecía previsible. Estamos hablando de las movilizaciones del 8 de marzo, que concretamente en España paralizan sectores enteros, y ya parece que se está preparando la
próxima huelga general para el 8 de marzo. En todos esos movimientos, las protagonistas, las líderes incuestionables son chicas muy jóvenes. La pregunta sería, ¿qué opinas tú sobre esa cuarta? ¿Estamos asistiendo a una cuarta oleada del feminismo en la que las protagonistas incuestionables son las chicas jóvenes y muy jóvenes, que superan desde el punto de vista de la organización claramente a nuestras posibilidades? Desde el punto de vista de los planteamientos teóricos, se están haciendo, se están gestando. Primero es el movimiento y luego es la teorización sobre el movimiento. Esa es la historia de los movimientos sociales y políticos. En resumidas cuentas, ¿podemos hablar de una cuarta oleada de feminismo? Parce que on n'en a pas encore beaucoup entendu parler, mais votre question est intéressante. Mais je parle de la troisième vague que j'ai vue apparaître à l'université, et ça a été très violent. Ça m'a rappelé la crise d'adolescence de mes filles. C'est-à-dire que elle voulait surtout dire on n'est pas d'accord avec vous, et pour ça elle faisait une caricature totale de ce qu'avait été le mouvement de libération des femmes. Donc ça a été une rupture assez douloureuse, mais bon, comme toujours, c'est pas toute une génération, hein, il y a eu beaucoup et bon, quand j'ai écrit là-dessus, je terminais en citant des jeunes québécoises qui justement expliquaient que cette troisième vague, ça voulait rien dire, qu'il y avait ce qu'on met sous le terme troisième vague, c'est tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle en français l'auberge espagnole. Et qu'en fait, il y avait des oppositions de point de vue, des débats théoriques, mais que ça n'avait rien à voir avec des vagues. Voilà. Bon, ça, c'est pour la troisième vague. Donc, la quatrième, j'ai effectivement entendu ça il y a 8 jours. Pour la première fois, j'ai entendu parler de la quatrième vague. En France, on ne parle pas de quatrième vague. Par contre, on pose effectivement beaucoup la question de la différence entre la jeune génération, les jeunes féministes, et nous. Moi, j'ai beaucoup de relations avec les jeunes féministes. Et j'ai pas avec les jeunes féministes de terrain, j'ai pas de problème comme avec certaines chercheuses. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui. Donc, ce qu'elles disent beaucoup les jeunes, c'est que Internet a tout changé, et les réseaux sociaux ont changé totalement la façon de faire. Parce que la gestion avec les réseaux sociaux, c'est devenu une espèce de professionnalisation. Donc on est beaucoup moins dans le militantisme dans lequel quand on a fêté, en 2008, on a fêté les 40 ans du mouvement de libération des femmes. Et c'est à ce moment-là que les jeunes féministes sont arrivés et qu'on s'est rencontrés et qu'on a fait des choses ensemble et tout ça. Et donc elle nous disait, elle disait ça, elle disait voilà, nous avons des outils que vous n'aviez pas et les choses changent tout. Alors les outils changent, c'est vrai, mais je crois que c'est terrible, j'ai une idée, je la perds. Qu'est-ce que je voulais dire ?
Je suis désolée parce que j'avais l'idée, donc sur les générations, il faut que je note les idées quand elles viennent parce qu'elles disparaissent. Alors, donc la jeune génération, troisième vague, quatrième vague, la jeune génération, je sais que j'avais quelque chose à dire. J'espère que ça va revenir. Si ça revient, je noterai et puis je vous le redirai tout à l'heure parce que j'avais quelque chose vraiment... Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. Dans les discussions qu'on a eues à l'époque, j'ai remarqué qu'elles parlaient, donc ces jeunes femmes qui maintenant sont plus si jeunes, hein, puisqu'elles étaient jeunes il y a 10 ans, elles parlaient beaucoup pédagogie. Elles étaient là pour faire comprendre le féminisme à la société. Alors que nous, on ne faisait pas de la pédagogie. Nous, on se libérait, nous. Et ça... quand on leur a expliqué ça, et la première fois que je les ai rencontrées, parce qu'il y avait eu un film qui a été fait, et qui était bien les 40 ans du MLF, où il y avait donc des interviews des anciennes et des interviews des nouvelles, et donc les femmes qui avaient fait ce film avaient décidé de filmer ma rencontre avec ces jeunes. Et c'était extraordinaire parce que quand je leur ai expliqué, par exemple, que nous cherchions à savoir comment nous définir nous-mêmes et ce que c'était qu'un groupe de prise de conscience, elles n'avaient jamais pensé à ça. Et dans le film, c'est drôle comme tout parce qu'elles sont là, elles disent « Ah ben ça, j'y avais jamais pensé ». Et elles y avaient effectivement jamais pensé. Elles ont essayé après de faire des groupes de parole, mais c'était pas vraiment leur truc. Elles étaient comme si le féminisme c'était un acquis, il n'y avait pas à se poser la question, mais par contre il y avait à faire ce travail vis-à-vis et des pouvoirs publics et de la société pour élever le niveau de conscience féministe de la société. Voilà la façon dont elles voient leur rôle, leur engagement féministe. Voilà, ça je pense qu'il y a une très grosse différence entre les générations.